L'école militaire doit être revue dans un contexte un peu plus large que le monument lui-même. D'une part, c'est une commande royale faite par Louis XV au sommet de son règne, après la guerre de succession d'Autriche que la France avait gagnée. Et il y a véritablement une volonté royale politique de s'inscrire à la suite du règne de Louis XIV pour marquer Paris d'un grand établissement royal. Très clairement, les attendus du projet renvoient à faire mieux que les Invalides. Et autant les Invalides prévus par Louis XIV étaient destinés aux soldats invalides en fin de carrière, l'école militaire va prendre l'objectif en amont, c'est la formation de tous les militaires depuis le plus jeune âge jusqu'à la garnison. L'étiquette royale est très précise. Vous avez en amont d'un bâtiment royal 2 cours. Une première cour ouverte à chacun et une deuxième cour où seul le roi ou son représentant ou sa famille ont le droit d'accéder. Dans cette deuxième cour, marquée par une grande grille, seul le gouverneur peut pénétrer en l'absence du roi. Il s'agit donc de permettre aux gens qui viennent ici, dans les bureaux, voir le gouverneur, inscrire des élèves, d'accéder au bâtiment sans pour autant pénétrer dans la deuxième cour d'honneur. Pour cela, 2 galeries sont construites, permettant que vous veniez en voiture jusqu'aux pavillons latéraux, qui sont équipés de grilles, et vous descendez devant ces pavillons et vous accédez à couvert jusqu'au château par ces galeries latérales. Ces 2 galeries étaient symétriques, bien évidemment, au XVIIIe siècle, et celle-ci a bénéficié d'une restauration remarquable il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, nous devons exécuter sur la galerie sud le même travail de réfection des étanchéités, de réfection des pierres abîmées, de consolidation et de restauration de la sculpture. L'objectif est que cette galerie sud reprenne les dispositions que vous voyez actuellement dégagées sur cette galerie nord. Le bâtiment était dans un état tel que l'accès avait été interdit sous les galeries parce que ça devenait dangereux d'un point de vue structurel. Des étais ont été mis en place pour maintenir les voûtes temporairement et des barrières en attendant de pouvoir démarrer une étude, puis de lancer un appel d'offres et ensuite réaliser les travaux. On avait des problèmes d'infiltration par les terrasses supérieures. Donc l'étanchéité n'a pas tenu depuis des années. Donc la migration d'eau a pénétré dans les maçonneries, dans tout le bâtiment. Le problème des migrations d'eau qui vide les joints au fur et à mesure, donc qui provoque des désordres parce qu'on a des mouvements au niveau de la maçonnerie descend, on provoque des désordres sur les parties en périphérie. Et on a quand même des arbustes qui poussent à l'intérieur du bâtiment. Donc oui, il fallait vraiment intervenir pour traiter ça, consolider et supprimer ce problème-là. La première caractéristique du bâtiment est d'être un ouvrage intégralement en pierre de taille. En pierre de taille de très grande dimension et en pierre de taille savante. Vous verrez le détail de certaines voûtes. Chacune des pierres est taillée en forme de W avec des faces divergentes sur tous ses côtés. C'est un ouvrage extrêmement sophistiqué, même si, une fois tout le Lego architectural monté, tout cela vous paraît extrêmement discret comme coulant de source. Cet art savant de la taille de pierre, de la stéréotomie, a été poussé au plus haut point par Gabriel, l'architecte de l'ouvrage, et c'est ça aujourd'hui qu'on essaye non seulement de conserver, mais de mettre en valeur à travers des travaux. On a un chantier qui est assez technique. Ça veut dire qu'on ne peut pas déposer n'importe quoi, n'importe comment. Toutes les voûtes sont étayées. Aussi bien voûtes qu'arcs principaux qui sont dans la partie inférieure. Donc là, on commence à attaquer par les pièces vraiment principales. On a 4 pierres qui représentent environ 1 tonne 2 à 1 tonne 4. Après, les éléments suivants, les plus importantes, c'est les pièces d'arrêtier. On a des blocs qui font environ 200-300 kg.
Et après les boutins, on arrive avec des petits éléments qui représentent environ 100 à 150 kg. Toutes les opérations sont menées dans les règles de l'art. Déjà, par rapport aux matériaux employés, nous, on reste vraiment traditionnel. C'est-à-dire que les matériaux mis en œuvre sont contrôlés, vérifiés, avec les mêmes méthodes qui étaient utilisées dans le temps. Au niveau de tout ce qui est maçonnerie, on privilégie les emplois de chaux. Alors ça peut être de la chaux naturelle, de la chaux hydraulique, mais on en utilise rarement des produits nouveaux de réagréage, où on ne sait pas vraiment dans l'évolution dans le temps comment ils vont travailler, comment ils vont vieillir. La chaux, on n'a jamais eu de problème depuis le temps des cathédrales, donc actuellement on continue sur ce principe-là. Ces sculptures sont directement liées au dessin architectural. C'est-à-dire que ce ne sont pas des œuvres indépendantes comme un décor de cheminée qu'on peut remplacer par autre chose. Si on enlève les sculptures de ce décor, il perd l'essentiel de sa subtilité, de ce qui faisait qu'on avait une architecture extrêmement humaine, extrêmement douce, qui conciliait des grands éléments de dimension et des grands éléments de force et des éléments beaucoup plus immédiatement perceptibles. Donc cet équilibre dans l'architecture du XVIIIe siècle est essentiel et on doit le conserver. Ces sculptures aujourd'hui, si elles sont dégradées, elles restent encore suffisamment lisibles, suffisamment compréhensibles pour pouvoir être restaurées, pour qu'on retrouve non seulement leur volume, leur silhouette, mais même la carnation, les peaux, les finitions, le drapé, tout ce qui faisait les ombres et les lumières et la qualité d'une sculpture dans un ouvrage qui se voulait extrêmement carré, extrêmement raide. C'est tout l'équilibre de l'architecture Louis XV. Après un gros nettoyage et avoir enlevé les fientes de pigeons, la poussière des années et tout ça, on est sur un travail de dérestauration en fait. On enlève ce qui a été fait avant pour revenir cacher et intégrer mieux tout ça en fait. C'est-à-dire que les joints qui sont là, tout gris, on les remplace, on les ouvre et on les referme avec un mortier de ragréage prévu pour ça, pour la pierre, qui est un mélange de chaux et de poussière de pierre. Et on le teinte dans la masse pour se rapprocher au plus près de la pierre, comme ce joint-là en fait. On est vraiment sur quelque chose qui se rapproche du traitement des musées en fait. C'est-à-dire vraiment laisser dans son jus d'origine la pierre telle qu'elle était, enfin, et telle qu'elle est. Les missions principales de l'école militaire restent aujourd'hui encore les mêmes que celles qui ont présidé à sa conception voilà presque 2 siècles et demi, la formation des officiers. Dans ce bâtiment qui se trouve derrière moi, ont été formés de grands noms de l'histoire de France, à commencer par Napoléon, pour ne citer que lui. Mais c'est aujourd'hui encore le cas. Tous les officiers des 3 armées de terre, de la marine et de l'air sont passés à un moment ou un autre de leur carrière ici pour y suivre une formation qui peut aller jusqu'à 1 an, puisque c'est la durée de formation de l'école de guerre. À côté de cet objectif, concourent plusieurs formations qui sont chargées de la stratégie et à travailler en profondeur sur les doctrines d'armée et l'emploi des forces.
Aujourd'hui, sur l'école militaire, il y a une cinquantaine de bâtiments. De très nombreux bâtiments sont classés, donc relèvent de l'architecte en chef des monuments historiques, qui produit un effort considérable pour entretenir ce patrimoine. Et c'est une satisfaction pour les occupants du site que de voir qu'aujourd'hui, petit à petit, des chantiers très lourds sont mis en œuvre pour faire en sorte que ce patrimoine survive. On a commencé par la galerie 7. Ces travaux se poursuivront avec la restauration de ce qu'on appelle le château, qui est le cœur de l'école militaire, qui sont des travaux qui dureront très longtemps, qui auront des impacts sur la vie courante des occupants, et ces occupants étant parfaitement à même de comprendre la nécessité de faire des efforts pour assurer la pérennité du site et de transmettre une école militaire en bon état aux successeurs.